Monsieur le Président, Monsieur le bâtonnier, Monsieur et Madame le magistrat, mes chers confrères, mes chères consoeurs, je suis vraiment heureuse et honorée de participer à cette journée organisée par délégation des barreaux français, que je suis attentivement. J'ai déjà participé à vos manifestations à Paris. On était ensemble à l'Académie de droit européen à Trèves également. Donc tous ces outils m'ont permis aujourd'hui de me retrouver devant vous. Et donc, je suis particulièrement heureuse d'être là en venant du barreau limitrophe de Toulon. Donc, merci pour cette invitation à Monsieur le bâtonnier de Marseille. Alors, mon exemple démontre que on n'est pas obligé d'avoir son cabinet à Bruxelles ou à Paris pour exercer le droit européen. Après les contentieux sulfureux, contentieux russes, je vais vous parler un peu du contentieux un peu moins sulfureux, mais tout de même contentieux polonais en France et en règle générale un contentieux de détachement qui pointe sur notre territoire national. Et là, je pense que en tant qu'avocat, on a vraiment une mission importante et les enjeux sont très importants parce qu'on peut utiliser ce droit de l'Union européenne dans notre pratique, dans notre mission de compliance à l'égard de nos clients. Donc, est-ce qu'on peut lancer? Voilà. Chaque fois que votre client conclut un contrat de prestation de services international, dans le cadre donc, du principe de la libre prestation des services, qui est quand même le clé de la voûte de l'Union européenne, vous avez derrière cette libre prestation de services du concret. Vous avez des humains, des travailleurs qui viennent ici de la Pologne, de Portugal, de Roumanie, qui vont exercer sur le sol national. Et c'est là où vraiment on a une mission très importante pour bien encadrer, pour bien aiguiller notre client français, qui est donneur d'ordre, maître d'œuvre de cette prestation, et de l'autre côté, bien encadrer ce prestataire étranger qui vient sur le sol national. Souvent, ces prestataires étrangers, ils sont parfaitement au courant de réglementations françaises, puisqu'elles découlent de sources du droit de l'Union européenne. Alors, le texte fondateur, c'est l'article, tout a commencé avec l'article 54 et suivant du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Et dans l'Union européenne, vous savez, on s'efforce toujours à trouver ce compromis. Ce compromis, c'est entre balance entre, d'un côté, les principes de libre prestation de services, liberté de la concurrence, et de l'autre côté, la protection des droits des travailleurs. Donc, on a compris très rapidement, au moment de l'entrée dans l'Union européenne, notamment de l'Espagne et du Portugal, qu'on est obligé d'encadrer ce terrain-là, et que cette libre prestation des services doit quand même être encadrée pour éviter les débordements, les dumpings sociaux venant de pays tels que qui sont pourvoyeurs de main-d'œuvre, tels que à l'époque Espagne ou Portugal, qu'on ne peut plus se permettre de dire voilà, tout est permis, c'est la liberté de prestation de services qui doit primer. Donc vous avez eu la première directive, c'était le texte fondateur, directive du 16 décembre 1996, concernant le détachement de travailleurs effectués dans le cadre d'une prestation de services. Et déjà à l'époque, on a prévu qu'il y a quand même un noyau dur de règles du pays d'accueil de prestataires qui doit être respecté. Pendant les campagnes, différentes campagnes partis politiques, on a pu entendre dire que vous avez ici de salariés roumains ou portugais, polonais qui vont venir travailler pour le SMIC roumain, Keneni, ils doivent respecter les règles du pays d'accueil. À l'époque, donc c'était le SMIC. Maintenant, ils doivent respecter toutes les conditions d'emploi du pays d'accueil, c'est-à-dire on doit éplucher la convention collective qui s'applique, bâtiment, région PACA, région Paris, tous les
toutes les conditions d'emploi et de rémunération doivent être respectées par ce prestataire. Donc cette directive qui a servi pendant longtemps, il s'avérait que ce texte le cadre juridique est devenu quelque peu étroit avec l'entrée dans l'Union européenne de nouveaux pays membres, notamment à un moment où j'ai eu le plaisir de prêter serment. Ça date en 2004. On a accueilli également donc, Pologne, Hongrie, d'autres pourvoyeurs de main-d'œuvre, et on a accueilli avec eux cette masse de main-d'œuvre qui est venue accompagner de prestations de services transfrontalières sur le sol du pays fondateur de l'Union européenne. Il fallait remodeler cette directive. Donc il y avait la deuxième directive 2014 qui a fait débat, qui fait l'objet de débats très longs et houleux dans la Commission européenne, et ensuite directive de 2018 qui précise le cadre d'exercice et de contrôle. On se focalise vraiment sur l'objectif de contrôle de cette prestation de services et détachement de salariés. Alors il faut savoir, finir cette partie-là, que la France, pendant longtemps, avant même que la directive de 2014 et 2018 soit votée au niveau européen, la France, pendant longtemps, était vraiment en avant-garde et en avant sur ces mesures-là. Nos propres réglementations nationales étaient donc beaucoup plus avant-gardistes et, on peut dire, oui, répressifs à l'égard de prestataires de services internationaux. En ce qui concerne le cadre juridique interne, vous avez ce cadre qui est relativement complexe parce que c'est le droit le droit du détachement, le droit de mobilité qui accompagne le venu de salariés et prestations de services, et au carrefour de plusieurs domaines du droit. D'un côté, on a donc le Code du travail qui prévoit, qui transpose les directives que je vous ai présentées tout à l'heure dans les articles L 1261-1 et suivants du Code du travail, qui prévoit toute une série de règles que doit respecter le prestataire sur le sol national. Il prévoit également quels sont le pouvoir de contrôleur, et vous allez voir, ils sont nombreux. Quel est le pouvoir quelles sont les sanctions qui peuvent être prises à l'égard de ce prestataire et l'air d'ordre français. Et de l'autre côté, vous avez le droit de la sécurité sociale. Et c'est là où le bas blesse, parce que au niveau du droit de la sécurité sociale, vous savez, il n'y a pas encore uniformisation au niveau de l'Union européenne. Vous avez le règlement de coordination de systèmes de sécurité sociale. Et c'est très important parce que c'est quand même le nerf de guerre de ce contrôle et de ce dossier, parce que les droits de sécurité sociale nous définissent où doivent être versées les cotisations de sécurité sociale de ce fameux salarié détaché qui sont soumis au régime de la sécurité sociale du pays d'origine. Donc, vous avez donc cette règle-là. Ensuite, le droit d'immigration, qui prend de l'ampleur avec notamment, la guerre en Ukraine. Vous avez la main-d'œuvre de pays tiers qui peut être détachée par le prestataire de services d'autres pays de l'Union européenne. Et il se pose des questions, dans quelles conditions, dans quel cadre juridique doit s'inscrire le détachement de ces salariés de pays tiers. A priori, la nationalité de salarié ne devra pas être prise en compte. En revanche, vous avez quand même le règle en ce qui concerne le titre de séjour qui prévoit qu'au bout d'un certain temps, vous devriez, pour vos salariés détachés, régulariser leur situation sur le sol national. Et ensuite, le droit fiscal. Alors, oui, tous ceux qui pratiquent le droit des affaires connaissent le fameux article 5, Convention sur l'établissement stable. Alors, vous allez voir, cette problématique d'établissement stable, on le retrouve un peu par ricochet, mais pas directement en matière de pratiques habituelles, stables et continues de prestataires. Et il faut être extrêmement vigilant lorsqu'on est prestataire de services étrangers ici en France pour ne pas tomber malheureusement dans ce piège d'établissement stable où
activité habituelle, stable et continue sur le territoire national. Donc, c'est extrêmement complexe. Quels sont les schémas contractuels dans lesquels peut s'inscrire le détachement? Alors, c'est bien précis. Hein. Vous avez donc une situation un peu classique, prestation de services transnationales, prestation de services internationales, PSI, souvent dans le schéma de la sous-traitance ou co-traitance. Lorsque votre client français conclut un marché avec une société d'un autre pays de l'Union européenne, et c'est pas des épiphénomènes, vous savez très bien, notre magnifique terrasse du port a été construite notamment grâce à la contribution, j'y sais quelque chose, de plombiers polonais. Le tunnel sous Toulon, pareil, est creusé par des Roumains, Portugais et les Polonais. Donc, merci l'Europe, merci pour cette magnifique possibilité d'assurer la mobilité des travailleurs. Mais on sait très bien, cette mobilité doit être encadrée, on va voir. Donc, sous-traitance, co-traitance, mais aussi opération pour le compte, pour son propre compte de l'employeur qui vient ici, s'occuper de son domaine viticole qu'il a acheté. Oui, il y a pas seulement le russe Miraval, mais il y a également des Polonais qui commencent à s'enrichir et acquérir nos magnifiques domaines. Mobilité donc personnelle au sein d'un groupe. Et c'est là où, effectivement, il faut être particulièrement vigilant parce que l'inspection du travail, on s'en doutait bien, traque toutes sortes de montages frauduleux qui peut se présenter dans la situation dans laquelle il y a une société du groupe, notamment une filiale polonaise, détache d'une manière quasi continue les salariés auprès de la société mère ou société sœur sur le sol national. Il faut être particulièrement vigilant en ce qui concerne la rédaction du contrat et tout ce qui concerne la compliance de ces types de montage juridique. C'est très bien un montage juridique pour nous, les avocats, c'est notre pain quotidien, mais parfois, ce montage juridique, ce terme a un petit parfum, soupçon, lorsqu'il est regardé de l'autre côté par l'administration. Et dernier cas de figure, mise à disposition du personnel dans le cadre du travail temporaire pour l'exécution de missions auprès d'une entreprise utilisatrice. Alors, c'est le cas qu'on voit très fréquemment avec la pénurie de main-d'œuvre. C'est les seules entreprises qui sont autorisées à prêter de main-d'œuvre à titre lucratif sont tombées sous le coup du prêt illicite de main-d'œuvre, qui est donc pénalement répréhensible et qui est également au cœur de ce dossier. Voilà, donc c'est dans ce cadre contractuel que vous pouvez rencontrer donc la situation de détachement des salariés. Alors, comme je vous ai dit, c'est pas un épiphénomène. Les chiffres sont parlants, les chiffres qui datent donc de ces données brutes qui sont tirées du rapport de l'inspection du travail, de la direction générale du travail. Le dernier en date, c'est le chiffre de l'année 2020, tel que j'ai pu m'en procurer. Mais ce chiffre, la tendance est croissante, puisque, vous savez, en 2020, voilà, on ne pouvait pas faire télétravail sur le chantier, tout était gelé, donc c'est des données qui sont amenées à évoluer à la hausse. Mais on voit quand même que c'est un phénomène très important. En 2019, on avait quand même 72 600 attention, salariés détachés, ce n'est pas le nombre de contrats. L'inspection du travail calcule en fonction du nombre de ce qu'on appelle déclarations CIPSI qui sont effectuées sur le site, sur le portail dédié à cet effet. Donc, c'est le nombre de déclarations par salarié. Et en 2020, donc que 57 943, tendance depuis donc la fin de la pandémie, c'est la tendance croissante. Alors, quelles sont les obligations
qu'il faut respecter dans le pays d'accueil. Donc, il faut arrêter avec ce mythe voilà, de salarié détaché qui est payé un bol de riz en arrivant sur le sol français. Bien sûr, on n'est pas dans le monde de Bisounours, on sait très bien qu'il y a des abus également. Dans tous les domaines, on peut avoir des abus. Mais je peux vous dire que les entreprises, par mon expérience, les entreprises qui arrivent ici en France, ils savent quand même, ils connaissent relativement bien les obligations qui sont le leurs, parce que c'est ces obligations qui découlent de sources du droit européen, et c'est des entreprises qui ont déjà le rein solide, qui sont préparés à détacher leurs salariés. Et ils ont un staff juridique, comptable dans leur pays d'accueil. Ils savent très bien qu'ils vont être confrontés à un certain nombre d'obligations. Et il y a effectivement un engouement de la part de clients, des donneurs d'ordre français. Cet engouement qui n'est pas toujours partagé voilà, par l'administration, qui accompagne ces processus, qui surveille le bon déroulement de ce processus. Donc les détachements, ce qu'on appelle de longue durée, le maximum de détachement, attention, par salarié, peut durer jusqu'à 12 mois. Donc ça, c'est les acquis de la dernière directive donc de 2014. Ce détachement pourrait être prolongé de 6 mois sur l'accord de l'inspection du travail lorsqu'il y a un projet qui est amené à évoluer, à durer, et il convient de prolonger cette durée de détachement. Maintenant, ce qui est très important, ça c'est la durée de détachement du salarié, et ça c'est le régime de la sécurité sociale. À partir de cette date-là, c'est l'ensemble de règles du droit du travail qui va s'appliquer, du pays d'accueil, qui va s'appliquer. Mais ce n'est pas pour autant que le salarié va devenir automatiquement affilié à la sécurité sociale du pays d'accueil. Et ce n'est pas pour autant que son employeur est limité dans le temps en ce qui concerne la durée de la prestation de service. Là, vous savez, pour la durée de prestation de service, on va en parler plus loin, les textes européens, la jurisprudence européenne ne fixe pas une durée limitée. On doit appliquer les mêmes règles qu'à l'égard de prestataires en droit interne. Ici, il n'y a pas de durée précise. Ça, c'est la durée de détachement d'un salarié. En ce qui concerne la rémunération, donc le principe qui est désormais consacré, c'est le principe de l'égalité de rémunération pour un même travail réalisé au même endroit. Donc la rémunération au sens large, on ne se contente pas uniquement « Allô Google, c'est combien le SMIC en France ?» Non, c'est le vrai travail de recherche qui est effectué par des experts comptables, des avocats, pour vérifier quelle convention collective va s'appliquer lorsque vous détachez vos salariés pour effectuer une prestation de service dans la région PACA ou dans la région parisienne. Pareil pour les conditions du travail. Ça, pareil, sujet très épineux. On sait qu'en France, c'est le sacro-saint principe de 35 heures, plus les heures supplémentaires. Et c'est là où voilà, le compteur des heures supplémentaires de salariés détachés en tendance à s'emballer un peu. Ça, l'administration est bien consciente de ce phénomène. Et donc, on surveille à ce que les règles et les conditions du travail du pays d'accueil soient respectées pour éviter voilà, le fameux dumping social à l'égard de salariés nationaux. En ce qui concerne les travailleurs intérimaires détachés, donc je vous ai dit une exception à l'interdiction générale du prêt illicite de main-d'œuvre, mais à condition, pour les agences du travail temporaire, mais à condition que ces agences garantissent quand même à leurs salariés intérimaires exactement les mêmes conditions du travail que les conditions qui sont applicables dans l'entreprise d'accueil. Donc pareil, les mêmes conventions collectives, et il faut faire cet effort, demander, parfois ce que je dis à mes clients, demander à votre client si vous avez un doute, si on a un doute sur la convention collective applicable, demandez à votre donneur d'ordre quelle est la convention collective applicable à ses propres salariés, parce que là, par l'effet de miroir, vous allez avoir donc les règles qui vont s'appliquer à vos salariés détachés. Partant de là, on peut se demander quel est l'intérêt économique de cette prestation service international. Alors,
vous vous doutez bien, c'est le diable est dans les détails, le diable est dans les cotisations sécurité sociale. On sait, hélas, la France est championne de Europe et on est en tête de champion à l'échelle mondiale en ce qui concerne l'imposition fiscale, l'imposition de sécurité sociale. Effectivement, les cotisations de sécurité sociale dans le pays tels que la Pologne sont moins élevées. Alors ça fait souvent rire mes clients lorsque je leur dis, vous savez que vous êtes une sorte de paradis social, fiscal, vu par les Français. Ça leur fait rire parce qu'eux-mêmes, ils sont vraiment, pardonnez-moi, matraqués fiscalement et par l'organisme de la sécurité sociale polonais. C'est pas le paradis, mais c'est vrai que par ces biais de, oui, on peut dire optimisation sociale, de cotisation sociale, on arrive à des sommes et les tarifs de prestations qui sont plus alléchants pour les clients d'un côté, mais c'est pas seulement l'intérêt économique pur. C'est ça qu'il faut aussi comprendre et qu'on essaye de faire comprendre dans le cadre de contrôle à l'inspection du travail. Le problème de base, quand même, c'est la pénurie de main-d'œuvre. Lorsque vous n'avez pas de main-d'œuvre en France, vous êtes obligé de s'adresser à vos voisins. Et pendant longtemps, c'était un peu le secret de Polichinelle. Hein. Comment ça se fait en France? Il n'y a pas de gens pour travailler, mais il y a le chômage. Mais aujourd'hui, on commence à en parler dans le média d'une manière de plus en plus appuyée. Et c'est plus secret pour personne. Donc oui, vos clients français, ils sont très contents de s'adresser à des prestataires d'autres pays de l'Union européenne pour les aider de terminer ou tel chantier ou monter des machines sur le sol national. Voilà. Quelles sont les obligations que l'employeur étranger doit accomplir? Donc, je vous ai dit, c'est la liberté, prestation de service, liberté bien encadrée. Fini l'époque l'armée mexicaine, l'armée polonaise. Maintenant, tout est bien encadré. Donc, il faut adresser une déclaration préalable de détachement de salariés. Au moment où je débutais, comment ça a daté, on envoyait les déclarations par fax. On avait des magnifiques fax qu'on envoyait à l'inspection du travail de la région dans laquelle devait se dérouler la prestation de service. Ça devait être fait au plus tard la veille du début de la prestation. À compter du 1er octobre 2016, on a un magnifique outil qui s'appelle donc SIPSI. C'est sur ce site que employeur étranger crée son profil et saisit la déclaration préalable de détachement des salariés qui contient un certain nombre d'informations, bien évidemment. Nom, prénom, date de naissance de salarié, date de prestation qui doit être bien précisée, les coordonnées précises de l'endroit où se déroulent des prestations. Et souvent, à la réception de cette déclaration SIPSI, quelques jours plus tard, lorsque l'inspection de travail a l'adresse, l'inspecteur se présente en disant voilà, bonjour, montrez-moi le document relatif à la situation du détachement de vos salariés, ou adresse directement le courrier au représentant, parce que, voilà, deuxième obligation, cette entreprise étrangère doit désigner un représentant en France. Pareil, c'était pendant longtemps une nouveauté, une French exception qui est rentrée dans la directive de 2014, directive d'exécution. Ce représentant en France est là pour faciliter un dialogue entre l'employeur étranger et les organes du contrôle. Alors, a priori, ça peut être, pendant longtemps, ça pouvait être un personnage lambda. Maintenant, on exige qu'on fasse figurer dans cette déclaration SIPSI à côté du nombre de représentants son numéro SIRET. Donc, il faut quand même un professionnel qui parle français et qui est capable de dialoguer avec l'inspection de travail. Et nous, on sait par l'expérience que souvent, même un kidam qui n'a pas l'habitude de dialogue parfois un peu musclé avec l'administration, a tendance à renoncer à leur mission de représentation. Et c'est pour ça que les entreprises étrangères ou le donneur d'ordre ont tendance à s'adresser notamment à des experts comptables ou
des avocats. C'est l'une de nos casquettes, de nombreuses casquettes qu'on peut endosser et ici jouer le rôle de représentant et être porte-parole de cette entreprise étrangère dans les dialogues avec l'administration française pour fournir les précisions, les informations. Et un point très important, cette entreprise étrangère doit détenir un fameux certificat A1 pour chacun des salariés détachés. Ces certificats attestent l'affiliation des salariés au régime de la sécurité sociale dans leur pays d'accueil. C'est extrêmement important. Ce document, pareil, c'est un point névralgique de dossiers, de contrôle de ces types. Et ce document, contrairement à ce que peuvent penser certains contrôleurs, ces documents, quand même, avant d'être délivrés à l'entreprise en Pologne, en Portugal, en Roumanie, demandent un contrôle préalable de la part de l'administration du pays d'origine en ce qui concerne exercice de l'activité habituelle, stable et continue de l'employeur dans les pays d'origine. Donc, on ne donne pas comme ça, un trait de plume, le certificat A1 aux salariés parce que l'entreprise a cette mission de s'exporter et de s'inscrire dans le cadre de la mobilité du travail. On souhaite s'assurer que c'est les entreprises qui ont quand même une certaine assise économique, administrative. Et je vois, moi-même, je suis confrontée à des questions de la part des clients. Maître, administration ne veut plus me donner certificat A1. Qu'est-ce que je fais? Parce que, par exemple, le chiffre d'affaires sur le sol polonais, roumain est relativement faible et du coup l'administration ne souhaite plus cautionner ce genre de schéma juridique. Donc, ce document est extrêmement important. Nouveau point qui était introduit par les directives de 2014 et 2018, l'employeur doit informer ses salariés qui va détacher de leurs conditions d'emploi en France. Alors en pratique, déjà avant on le pratiquait, on faisait un annexe spécial détachement à leur contrat du travail où on stipulait que c'est les conditions du pays d'accueil qui vont s'appliquer et on a bien détaillé ces conditions. Il faut un document spécifique, prouver que le salarié a eu connaissance, il a paraphé ce document en ce qui concerne le droit qui sont les siens sur le sol national au moment de l'exécution de prestations de services. Donc voilà, to-do list qu'il faut remplir lorsqu'on arrive sur le sol français. Alors ces obligations sont extrêmement importantes, aussi bien du point de vue de l'entreprise qui envoie les salariés, mais également du point de vue du donneur d'ordre de main-d'œuvre qui reçoit cette prestation de service. Vous devez véritablement prendre sous loupe votre co-contractant et avant le début de chaque détachement, vérifier que toutes ces obligations ont été accomplies par votre co-contractant. Sinon, sanction risque de tomber, sanction de solidarité financière pour les paiements des impôts, taxes, cotisations obligatoires, pénalités, majoration en trésor, organisme de protection sociale, délit de recours au travail dissimulé. Donc ça, c'est le cas le plus extrême. Mais avant qu'on arrive là, l'inspection de travail qui contrôle donc le prestataire étranger s'adresse en parallèle à son client. Donc déjà, donneur d'ordre, il sait que qu'on est dans les visières de l'inspection de travail. Voilà. Donc action de contrôle classique de l'inspection de travail, vous avez des unités spéciales contrôle de lutte contre le travail illégal. C'est une de nouveautés d'organisation et la spécificité de l'organisation de notre inspection de travail. Vous savez que lorsque vous êtes contrôlé donc, par le cellule URACTI ou groupe national de la veille d'appui et de contrôle, déjà vous êtes dans les collimateurs en ce qui concerne le soupçon du travail dissimulé. Ces organismes ont la possibilité de coopérer avec leurs homologues du pays d'accueil. Et là, vraiment, moi je déplore que cette coopération n'ait pas davantage développée ou que les résultats
finalement, de ce contrôle croisé dans le pays d'accueil et sans un peu balayer du revers de main par les inspecteurs lorsque le résultat ne les arrange pas. J'ai déjà eu ce genre de cas de figure où on avait le procès-verbal du contrôle dressé par les inspecteurs du travail polonais qui sont déplacés au siège de la société et ont fait un rapport très détaillé de trentaine de pages. Je l'ai cherché dans le dossier de parquet, je ne l'ai pas trouvé. C'est moi qui ai apporté à l'audience pour prouver qu'à l'époque, les inspecteurs polonais n'ont rien trouvé d'anormal dans le fonctionnement de la société et qui ont pu constater que cette société existait bel et bien, que ce n'était pas une coquille vide, que ce n'était pas sur la table de belle-mère dans sa cuisine, mais que c'était des vrais bureaux avec de vrais salariés, des ordinateurs et avec toute l'infrastructure. Parce que les enjeux de ce contrôle, c'est quoi? C'est la lutte contre les faux détachements. Et je le comprends, je le conçois, et j'adhère totalement à ce combat. Je fais partie de l'Institut de la mobilité du travail de Cracovie, en Pologne, qui réunit les professionnels du droit et universitaires. On œuvre tous pour la légalité, pour la meilleure connaissance des règles de mobilité. Et on veut éviter les situations dans lesquelles les entreprises qui ne respectent pas leurs règles nuisent et ternissent l'image de la profession. On veut éviter le cas de figure dans lequel, sous le couvercle de détachement, on a les montages juridiques frauduleux. Alors, parfois, on arrive à des situations où, voilà, après avoir fourni tous ces documents qui sont demandés par le contrôleur, vous voyez, il y a un sacré pile. Documents relatifs à la situation des salariés, donc le grand classique, contrat de travail, bulletin de salaire, certificat 1, documents relatifs à la situation de l'employeur, ces documents qui attestent que, notamment, que l'employeur a activité habituelle, stable et continue dans son pays d'origine. Donc, tout document attestant, après avoir fourni ce document, parfois on peut avoir des surprises, malgré tout, de se faire taxer du délit du travail dissimulé ou délit par dissimulation d'activité sur le sol national, par le fait d'exercer activité habituelle, stable et continue en France. Là, vous avez des sanctions. Lorsque vous le mettez à côté du nombre de salariés détachés, je vous ai dit tout à l'heure, en 2019, on était sur 72 600 salariés, et en 2019, on a intervention de l'inspection du travail qui se chiffre quand même à 24 000. Donc ça veut dire que 1 sur 3. C'est quelque chose quand même, malheureusement, qui est très fréquent. Il y a ce travail du contrôle qui est très développé. Et il faut être extrêmement vigilant lorsqu'on accompagne nos clients, aussi bien du pays, notre pays de l'Union européenne, que aussi nos clients ici sur le sol français. Voilà. Donc, après avoir fourni ce document, on peut avoir quand même surprise de se faire taxer de soupçons de travail dissimulé sur le sol français. Et c'est là la principale problématique de cette prestation, libre prestation de services, qui rentre en conflit, en quelque sorte, avec cette notion de l'activité habituelle stable et continue qui est exigée de l'employeur dans son pays d'origine, et critiques peuvent porter de la part de l'inspection de travail à l'égard de ce prestataire. Vous travaillez ici depuis trop longtemps, vous détachez trop de salariés, voilà le revers et le rançon de la gloire. J'estime que votre activité ici sur le sol français relève de l'activité habituelle, stable et continue, donc faux détachement, donc fraude au détachement. Là, vous avez les critères de la directive d'exécution du 15 mai 2014 qui sont repris par l'inspection du travail dans son instruction du 19 janvier 2021. On retrouve les mêmes critères, lieu d'établissement, l'effectif, chiffre d'affaires. Et l'inspection de travail souvent raisonne par en termes de faisceau d'indices concordants. Ce n'est pas une liste exhaustive. Souvent, on se focalise malheureusement sur le chiffre d'affaires
ou sur le nombre de salariés détachés, sur le nombre de déclarations SIPSI qu'on multiplie par le nombre d'heures effectuées, on arrive à des chiffres absolument vertigineux. Et on instaure un dialogue avec l'inspection du travail, soit par écrit, soit dans le cadre d'une audition pénale. Malheureusement, lorsque les dirigeants sont obligés de venir de Prague, de Lisbonne, de Varsovie pour rencontrer les inspecteurs, et encore heureux qu'ils ne passent pas en garde à vue, que c'est qu'une audition pénale devant les inspecteurs, on assiste à une véritable, voilà, pardonnez-moi l'expression, mais battle des arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne. Nos inspecteurs du travail connaissent très bien maintenant le droit européen. Je salue la qualité de leur travail. Maintenant, vous savez, il y a des arrêts, il y a différents arrêts. Et chacun sort des arrêts qui l'arrangent en quelque sorte. Donc les inspecteurs nous sortent l'arrêt Gebhardt qui dit que le caractère temporaire de la prestation de service est apprécié en fonction de sa durée, sa fréquence, sa périodicité et sa continuité. Monsieur Gebhardt avait quand même le domicile en Italie. Il a exercé ses prestations de services, libres prestations de services à partir de son domicile. Il y avait une infrastructure. Et nous, de notre côté, on soulève le sacro-saint principe de l'arrêt Schnitzer qui prévoit qu'aucune disposition du traité ne permet pas de déterminer de manière abstraite la durée, la fréquence à partir de laquelle la fourniture de services ne peut plus être considérée comme une prestation de service au sens du traité. Donc on assiste à ce dialogue qui parfois, malheureusement, trouve son épilogue dans des salles d'audience, dans la salle d'audience, lorsque on est obligé de plaider les dossiers de notre client qui est poursuivi pour travail dissimulé, par dissimulation d'activité en France. Alors là, je vous cite le jugement, certes pas un arrêt de la Cour de cassation, mais jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux, tout récent, auquel j'ai eu l'occasion de quelque sorte collaborer en plaidant ce dossier devant cette magnifique juridiction. Et là, je salue vraiment la qualité du travail de ce magistrat. Est-ce que c'est la proximité de l'ANM qui a rayonné sur la qualité de ce raisonnement? Est-ce que c'est ma question préjudicielle que je soulevais à titre subsidiaire si jamais le tribunal ne s'estime pas suffisamment éclairé par ma demande de relax que j'ai eue? Toujours est-il que magistrat, en cité tous ces règles on peut revenir, pardon. Tous ces règles donc de droit européen et dans leur motivation, ils ne sont pas laissés impressionner par le chiffre cité par l'inspection du travail qui, dans son rapport, vous savez, le rapport d'inspection du travail, c'est quand même le point central de pièces du parquet. Donc on était en présence brièvement d'une agence du travail temporaire, donc le détachement de salariés, le prêt de main-d'œuvre, et c'est le cœur de son activité. Il y a de nombre de salariés absolument importants et qui défilaient depuis 2018-2019 jusqu'à 2020. Donc on arrivait à des jours de détachement de 43 964 en 2018, 54 317 en 2019. Là, les magistrats ne sont pas laissés impressionner par ce donné et ils ont relevé, à la décharge de mon client qui m'a autorisé de dévoiler ce donné, on a parlé beaucoup de ce jugement, on a travaillé dur pour élaborer cette affaire. Et cette société avait quand même l'activité importante dans le pays d'origine. Donc le magistrat a en juste titre relevé que le part des salariés intérimaires vers les sociétés françaises ne constitue que 20% de son activité. Et que cette société donc n'a pas commis le délit du travail dissimulé. Et ce qui est très important, c'est qu'il manquait élément moral. Ça, malheureusement, les inspecteurs, ils font l'impasse sur cet élément-là. On se contente des chiffres d'affaires, relever des chiffres d'affaires, de la déclaration SIPSI. Mais lorsque vous dites, mais je ne voulais pas, je ne savais pas, cet argument, malheureusement, n'est pas très parlant. Et vous vous retrouvez un peu comme dans la situation de M. Jourdain, de bourgeois gentilhomme. On vous apprend que vous parlez de prose et que vous avez l'activité habituelle, stable et continue en France. Alors que vous avez activité habituelle, stable et continue dans le pays d'origine.
L'inspection vous dit non, non, vous pouvez l'avoir dans les deux pays. C'est là où je trouve qu'on fait une entorse au principe de non-discrimination, qui est quand même au cœur de l'Union européenne, parce que si on peut autoriser une entreprise marseillaise à travailler à Paris, dans la région parisienne, sans durée limitée, pourquoi on ne devrait pas appliquer les mêmes règles à l'égard d'une entreprise polonaise, portugaise? Il n'y a pas limitation durée, nous confirme le tribunal correctionnel de Bordeaux. Je salue la qualité de motivation et je trouve que là, du coup, arrêt Schnitzer parlera mieux aux inspecteurs lorsque il était retranscrit dans le jugement de notre tribunal correctionnel national. Voilà. Et quels sont les enjeux de ce dossier, de dossiers de ce type? Je vais en finir là. C'est l'argent, c'est les cotisations. Voilà. Ces cotisations qui sont payées dans le pays d'origine, qui échappent aux organismes de la sécurité sociale en France. Et là, vous avez le certificat 1 qui est un véritable bouclier pour vos salariés, pour vous, les entreprises. La Cour de justice de l'Union européenne a affirmé à de nombreuses reprises, motivation qui a dû reprendre la Cour de cassation dans son arrêt d'assemblée plénière, que ces certificats s'imposent dans l'ordre juridique de pays d'accueil. Tant qu'ils n'ont pas été invalidés par le pays d'origine, ils font foi. Donc même tout récemment, donc l'arrêt de 2 mars 2023, la Cour de justice de l'Union européenne a réaffirmé que même suspendus, ces certificats continuent à produire ces effets. Donc je comprends que l'URSSAF, par le biais de conclusions de son avocat, peut essayer de me soulever l'invalidité de ce certificat et demander 1 million et quelques euros de cotisation impayés sur le sol français alors qu'ils étaient déjà payés en Pologne. Mais je suis désolée, ça va à l'encontre de règles du droit européen. Donc les enjeux de ce dossier, notre dossier de Bordeaux notamment, on avait l'URSSAF en partie civile qui s'est désisté à la dernière minute. Je pense à la lecture de nos conclusions qui ont cité l'ensemble de ces arrêts, et la demande de dommages et intérêts d'un montant équivalent à quelques millions de cotisations impayées n'a pas été soutenue à la barre. Voilà, tels sont les enjeux de ce dossier, très important. Le rôle d'avocat, on va retravailler la présentation. Et donc je vous souhaite bonne pratique, mes chers confrères, mes chères consoeurs du droit européen, dans les cadres donc, de droit social, dans la pratique du détachement, parce que c'est un domaine qui est extrêmement intéressant, extrêmement mouvant, extrêmement important du point de vue pratique pour nos clients. Bien, merci beaucoup. C'était très intéressant et notamment d'avoir souligné effectivement l'apport du droit européen aux questions purement nationales. C'était ma question, c'était de savoir si le jugement était définitif. Il l'est, puisqu'il a eu jugement, oui, tout à fait, il est définitif. Le parquet n'a pas relevé appel. Non, le parquet n'a pas relevé appel, donc on est resté là, le jugement est extrêmement bien motivé. Et juste pour finir, si je peux ajouter, pourquoi ces entreprises franchissent pas le Rubicon, s'installent pas en France, parce que cela impliquerait d'embaucher les salariés sous les règles du droit de la sécurité sociale, droit du travail français. Et c'est souvent les salariés qui manquent à l'appel, ils disent mais on ne souhaite pas, on veut rester dans notre pays d'origine, c'est là-bas où on se soigne, c'est là-bas où on a nos familles. Alors ils restent, bien sûr, même détachés, ils restent résidents là-bas, mais ils préfèrent élever donc du régime de sécurité sociale et droit du travail du pays d'origine. Et il y a toute une série de problématiques administratives, là on peut faire une présentation à part, où malheureusement le système juridique français n'est pas encore complètement rodé pour résoudre ces questions d'embauche des salariés qui n'ont jamais travaillé en France, ils n'ont jamais eu d'une manière concrète, c'est-à-dire ils n'ont jamais eu de numéro de sécurité sociale en France et ils doivent attendre 6 mois, 8 mois pour avoir ce numéro. Entre-temps, si vous avez un arrêt de maladie ou par malheur un accident de travail,
pose les problèmes.